entoure le plateau comme une véritable muraille sur plus de 200 km. Les routes, souvent périlleuses, doivent tantôt franchir des crêtes et s'élever du fond des gorges, tantôt se dissimuler dans la forêt. Elles sont autant de voies faciles à verrouiller. Le col du Rousset surplombe la région de Die. Les gorges de la Bourne et des Grands Boulets entaillent un passage difficile vers Villard-de-Lans et La Chapelle. Les gorges d'Angin contrôlent l'accès à Grenoble. Enfin, vous atteignez le Trièves par une série de pas escarpés. En 1940, le Vercors apparaît comme une oasis de paix, éloigné des grondements de la guerre qui résonnent dans toute l'Europe. Vous allez comprendre pourquoi ce plateau isolé, cette forteresse naturelle qui s'élève dans la nuit de la défaite et de l'occupation, va faire naître un des plus grands espoirs de la lutte clandestine. Un premier axe de résistance va s'installer entre Grenoble et Villard-de-Lans. À Grenoble d'abord, pendant l'été 1941. Le docteur Martin, ancien maire de la ville, le cafetier Pupin et Chavant se retrouvent autour du mouvement franc-tireur. Ensuite, à Villard-de-Lans, le docteur Samuel et ses amis organisent un réseau d'accueil aux clandestins et fondent, autour de l'exploitation forestière de la ferme d'Ambel, le premier maquis de France. Enfin, à Sassenage, en janvier 1943, Pierre Dalloz et l'écrivain Jean Prévost vont imaginer un plan exaltant, le plan Montagnard. Pourquoi ne ferions-nous pas de cette citadelle naturelle une véritable forteresse militaire? Le moment venu, c'est-à-dire à l'annonce du débarquement de Provence, on lâcherait sur le plateau des milliers de parachutistes qui, avec l'aide des maquis du Vercors, pourraient quitter ces murailles inaccessibles pour harceler les arrières des troupes allemandes et ensuite se retirer. Les montagnards doivent continuer à gravir les cimes. Ce message de la BBC confirme l'espoir de ses patriotes. Le premier comité militaire du Vercors s'établit alors. Il a à sa tête le capitaine Loret. Dès mars 1943, les réfractaires au STO, le service de travail obligatoire en Allemagne, des jeunes de 22 à 23 ans vont affluer sur le Vercors. 8 camps vont se dissimuler dans tout le massif. Le camp de la ferme d'Ambel. Le camp 2, près de Corançon. Le camp 3, près d'Autran, dans une maison forestière. Le camp 4, à Cournouse. Le camp 5, près de Méaudre. Le camp 6, près du col de la Chaux, où nous nous trouvons aujourd'hui. Le camp 7, au plateau Saint-Ange, dans la forêt de Lens. Le camp 8, à l'extrémité de la plaine de Vassieux, près du hameau de Rousset. En tout, c'est environ 350 hommes qu'il va falloir instruire et encadrer. Le capitaine Costa de Beauregard est chargé de l'instruction militaire. Pour tous ces clandestins, il faut vivre. Certains travaillent dans des exploitations forestières et sont salariés. La recherche de ravitaillement, les corvées d'eau et de bois prenaient des temps précieux. La solide camaraderie et la vie communautaire des camps contribueront largement à animer et à souder leur enthousiasme. Entraînement physique, maniement d'armes font partie du quotidien. Le soir, la petite communauté se retrouve pour veiller et jouer aux cartes sous la lampe à carbure. La montagne était noire. Nous chantions de vieux airs, assis autour du feu, nous nous chauffions les mains, et nous rêvions déjà de grands lendemains. Soudain, la résistance est durement frappée, disloquée même, en mai et juin 1943, par l'arrestation ou la dispersion de ses chefs. Le général de Lestrin est arrêté à Paris. À Lyon, Klaus Barbie réussit l'arrestation de Jean Moulin, qui mourra des tortures endurées, les lèvres closes. Mais le Vercors va se réorganiser et l'espoir renaître enfin.
C'est Londres qui annonce ainsi le premier parachutage d'armes et de munitions le 13 novembre 1943 sur le plateau d'Arboulouse. Mais à Grenoble, les Allemands ont parfaitement conscience de ce qui se passe sur le plateau. Ils vont progressivement semer la terreur dans tout le Vercors. En janvier 1944, le hameau des Baraques est incendié. Puis c'est au tour du camp de Malval d'être attaqué. Il y a 30 tués. Le camp d'Esparon, grâce à sa mobilité, ne perd que 2 hommes. Le 18 mars, le colonel Descours, chef de l'armée secrète, voit anéantir son poste de commandement de la matracière. Mais l'inquiétude s'installe comme une ombre menaçante. Chavant, qui est allé à Alger, revient déçu. Dalloz, qui est maintenant à Londres, découvre que dans les bureaux, on a égaré le plan Montagnard. Il sera retrouvé le 5 juin 1944, la veille du débarquement en Normandie. Pourtant, ce jour-là, la BBC communique. Le chamois des Alpes bondit. C'est le message alertant le Vercors qu'il doit mettre en action le plan Montagnard et obéir à l'ordre de mobilisation générale donné à tous les maquis de France. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Or, on aurait dû dire à ces montagnards de ne pas intervenir si tôt, d'attendre le débarquement de Provence, qui n'aura lieu que 6 semaines plus tard. Car le Vercors s'est mobilisé, et c'est là que le drame se joue. Partout, des hommes affluent sur le plateau. En 48 heures, le maquis passe de quelques 450 à près de 4000 hommes. Quand survient l'ordre de démobiliser le Vercors, le 10 juin 1944, il est trop tard. Le colonel Huet ne peut renvoyer ses hommes, qui restent sur le plateau désormais verrouillé. Dans la vallée, les troupes ennemies se préparent à réagir violemment. Le 13 et le 15 juin, les soldats de la Wehrmacht attaquent par 2 fois Saint-Nizier. Les maquisards, bien inférieurs en nombre, doivent se replier. Pendant quelque temps, les maquis vont connaître un certain répit. Eugène Chavant, le chef civil du Vercors, va jusqu'à proclamer la République. Habitants du Vercors, c'est chez vous que la grande République vient de renaître. Vous pouvez en être fiers. Il faut imaginer ce 14 juillet 1944. Le Vercors est en liesse, banquet, drapeau, défilé militaire. Et puis, ces 36 forteresses volantes américaines qui vont s'associer à notre fête nationale et larguer sous leurs parachutes multicolores près de 500 containers d'armes, de munitions, de vêtements et de médicaments. Mais ces corolles qui passent dans le ciel sont bien trop visibles. Et le soir même, la réaction ne se fait pas attendre. Une vague d'appareils allemands, les croix noires de la Luftwaffe, lâchent leurs bombes sur la Chapelle et sur Passion. Mais ce n'est qu'un début, et le général allemand Pflaum a décidé d'en finir. Il lance 20 000 hommes à l'assaut du Vercors. Le 21 juillet, autour du village en ruine de Vassieux, on entend subitement un grondement sourd. On croit voir apparaître les avions américains quand tout à coup, un homme crie « Les croix noires, les croix noires !» Une quarantaine d'appareils, provoquant chacun de gros planeurs, atterrissent près du village. C'est la stupeur. Aussitôt, vous voyez surgir des carlingues de toile et de tôle, quelques 400 forcenés qui en peu de temps mitraillent et massacrent tout être vivant. Des hommes sont torturés et pendus. Des femmes sont mutilées. Une petite fille de 12 ans, la petite Arlette Blanc, prisonnière sous les décombres, agonise, des jours durant, dans d'atroces souffrances. À l'est, les pas sont franchis par les Gebirgsjäger. Ces chasseurs alpins, remarquablement entraînés, refoulent les partisans qui ne sont qu'une poignée. Le 23 juillet, le commandement du Vercors décide de donner l'ordre de dispersion. Tous ont fait courageusement leur devoir dans une lutte désespérée. Ils
La dispersion fut difficile. En voulant fuir, beaucoup sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Sur ce que furent les représailles nazies, écoutez cette lettre trouvée sur un soldat allemand. Il y eut des heures horribles. Comme ces gens ont été sauvagement assassinés par nous, nous avons totalement exterminé un hôpital de partisans avec médecins et infirmières. Les blessés ont été abattus. C'est peut-être atroce, mais ces chiens ne méritaient pas autre chose. Vous comprendrez qu'il s'agit ici de l'hôpital de la grotte de la Nuire. Écoutez encore, il s'agit cette fois de Basieux. Dans un village, on a engagé 2 compagnies d'Allemands et une compagnie de Russes. Ceux-là ont peut-être tout rasé. Hommes, femmes, enfants ont été abattus. Ce récit de l'épouvante ne peut s'achever là. Il faut y ajouter encore la destruction du hameau de Valchebrière, auprès duquel le lieutenant Chaval et ses hommes se battent jusqu'à la mort, et tant d'autres villages meurtris et incendiés. En août 1944, le Vercors est méconnaissable. Quel sens donner à cette page d'histoire inscrite en lettres de feu et de sang? Londres et Alger les auraient-ils abandonnés? En réponse, on devra toujours affirmer que les survivants des combats du Vercors ont servi la résistance et la France, et que le sacrifice de leurs camarades a permis de retenir sur ce territoire plus de 20 000 Allemands, qui viendront à manquer sur le front de Normandie. Sans le Vercors, les Alliés n'auraient pu atteindre Grenoble en une semaine et poursuivre leur marche vers la liberté. Ce fut bien cette forteresse que l'on avait imaginée. Aujourd'hui encore, le Vercors demeure pour nous tous le lieu d'un authentique héroïsme en même temps qu'un rempart contre l'oubli.